Notre magasin Coop IGA Extra Montmagny et les marchés Tradition Cap Saint-Ignace sont fiers de s'associer à SEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. La coopérative a pour mission d'offrir des produits alimentaires diversifiés et de qualité à ses membres et à la communauté, tout en contribuant au développement économique et social du milieu. Soucieuse de ses 160 employés, bonifiant l'expérience de ses membres au quotidien, notre magasin Coop de Montmagny, c'est tout cela et bien plus encore. Ensemble, on fait de grandes choses avec plus d'avantages. Bonne émission! Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'année 2023 nous a permis de belles rencontres à SEMA TV et on vous propose d'en écouter ou plutôt d'en réécouter quelques-unes. Aujourd'hui, on va s'entretenir avec le capitaine Gilbert Lavoie, capitaine de Canot Atlas, également le réalisateur Jean-Luc Dupuis qui nous a présenté les oies de Riopelle cette année, Alain Vallière et sa bibliothèque Marie-Joseph Corriveau du côté de Saint-Vallier. Aussi, le comédien Paul Dion nous a rendu visite en studio et Patrick Morancy nous parle d'une exposition qui est à venir en 2024 et on a besoin de vous pour mettre en œuvre cette exposition. C'est ce qu'on vous propose pour les premières rencontres de la journée. La première fin de semaine du Carnaval de Québec, il y avait la course en canot, la traditionnelle course en canot qui a pris une halte pendant 2 ans à cause de la pandémie. Et là, on s'est retrouvés sur les glaces le 5 février dernier. Ouais. Et l'équipe de Montmagny, dont je suis très fier, a remporté la première, pas la première victoire, mais la victoire dans la classe, c'est important de le mentionner, classe sport du Carnaval de Québec, Gilbert Lavoie, qui était accompagné de Vincent Cordeau, Simon et Michel Fortin, Daniel Tremblay de l'Île aux Coudes. Je devrais dire le capitaine Gilbert Lavoie. Merci d'être avec nous. Bien, merci, ça me fait plaisir, Michel. Gilbert, comment ça se passe? Parce que on imagine sur le fleuve, en plein hiver, en plein mois de février, en plus qu'on avait eu une vague de froid le vendredi et le samedi, on a connu des records de froid, le moins 50. Comment ça se passe? C'est quoi l'idée d'aller s'acheter sur le fleuve, là, pour faire une course en canot? On dit souvent qu'il faut être un peu fou pour faire ce sport, parce que c'est un sport extrême, mais moi je dis que c'est le plus beau sport au monde. D'abord, dans le décor où on le pratique, hein, on est en plein air, on est sur le fleuve. Puis à Québec, c'est encore un décor merveilleux, hein, avec le château Frontenac d'un côté, Lévis de l'autre côté. C'est la course la plus prestigieuse. Mais à des moins 30 et plus, on évite de... On prend un break une journée ou deux quand il fait des temps comme ça. On fait d'autres entraînements. Qu'est-ce que ça prend, Gilbert? Ne va pas sur le fleuve en plein mois de février courir avec un canot qui veut, là. Non. Ça prend de l'entraînement, là. Oui, c'est ça. Comme on le dit souvent, on se met pas en forme à faire du canot. Il faut être en forme avant d'en faire parce que là, c'est trop dur, là. Si tu commences à zéro et tu fais du canot pour compétitionner, ça marche pas. Il faut que tu aies une bonne condition physique, que tu essaies de maintenir la condition physique toute l'année d'abord, puis parce que c'est pas facile de réunir des gens à faire du canot à des fréquences assez rapprochées. Pour en faire souvent, là, c'est plus compliqué qu'autrefois. Qu'est-ce que ça prend comme entraînement? Bien, ça prend... aujourd'hui, on demande beaucoup de cardiovasculaire, hein, et ça prend de bonne chimie entre les équipiers, là, ça prend de bon ensemble. Puis, idéalement, quand tu n'en es pas à ta première année, c'est plus facile. Quand tu as des recrues dans le canot, des fois, tu as l'impression de recommencer. Il faut que tu enseignes un peu les méthodes, mais c'est vraiment un beau sport. Puis c'est... oui, évidemment qu'il faut être en bonne forme pour pouvoir performer au minimum, là. Bon, vous étiez dans la classe sport. Oui. C'est quoi la classe sport par rapport... est-ce qu'il y a différentes catégories? Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de participants. D'abord, la course en canot est dans les fins des années 70, début 80, il y avait à peu près entre 12 et 15 canots au total dans les deux classes. Puis maintenant, il y en a
près d'une soixantaine. À Québec, la semaine dernière, le 5 février, on était à 55 sur le départ, dont 24 dans la classe sport. Puis maintenant, c'est séparé comme en 4 catégories. La plus haute compétition, c'est la classe élite. Ça, tout le monde peut s'en aller dans la classe élite, mais on s'entend que tout le monde ne peut pas se classer dans les premiers dans la classe élite. Ça prend vraiment des équipes vraiment bien entraînées, bien formées, puis avec un équipement. Vous avez déjà fait partie de... Oui, on a couru... moi, j'ai participé pendant environ 38 ans dans la classe élite. OK. Vous étiez 9e au départ, oui. Quand même, sur 24? Oui. C'est bon? Oui. Et c'est quoi? Comment ça se passe? Est-ce que c'est le... Est-ce qu'il y a un peu comme on fait en course automobile, là? C'est que... Oui. Il y a une préliminaire? Bien, à l'époque, il y avait toujours une préliminaire avant la course. Maintenant, c'est les points que tu peux accumuler avec les courses précédentes. Mais avec la pandémie, ça a été un tirage au sort pour cette année. Cette année, on repartit comme à zéro, fait que ça a été un tirage au sort. Il n'y a pas de préliminaire maintenant avant chaque course. Puis pour les courses subséquentes, c'est ton rang, ton classement de la course précédente qui détermine ton rang de départ. Donc, pour cette année, c'était vraiment un tirage au sort. On était 9e sur 24. C'était pas si mal. On était, oui, dans le milieu d'un peloton. Là, c'était assez corsé au départ, mais on s'en est bien tiré. Bon, tu me disais un peu avant l'entrevue que ça a été une course, je le mets entre guillemets, plus facile parce qu'on parlait du froid, là, les moins 50 de vendredi et samedi. Il y avait plus de glace. Moi, j'aurais pensé que ça aurait été plus embarrassant, mais c'est le contraire. Non, ça a un peu facilité la chose parce que la glace est un peu plus solide. Quand il y a des périodes de doux temps, souvent la glace est mauvaise. La neige qui se mêle au travers de ça, c'est moins, ça glisse moins, le fartage est moins efficace. C'était vraiment des belles conditions. Pour notre équipe, c'était des belles conditions. Pour certaines équipes, c'était peut-être un peu trop de glace. Mais pour la nôtre, c'était parfait. C'était les conditions idéales pour nous. OK. Quand il y a moins de glace, vous avez les pieds dans l'eau. Il ne faut pas être habillé, là. Faut être quand même avoir une facilité de se déplacer. Vous n'avez pas des bottes jusque-là, là. Comment vous êtes habillé? Non, on n'a pas de dry suit, là. C'est plus des sous-vêtements, oui, de bonne qualité, avec comme un sou de ski de fond par-dessus, c'est tout, là. On ne s'habille pas plus que ça. Au niveau des chaussures, c'est des chaussures en néoprène avec des crampons, naturellement, avec des souliers à crampons. Puis il y a différentes... maintenant, il y a différentes sortes d'équipements, là, vraiment des équipements plus high-tech que d'autres. Mais dans l'ensemble, il ne faut pas avoir peur de se mouiller. Fait que donc, on n'est pas vraiment protégé contre ça, mais non plus, c'est pas si... On va pas dans l'eau souvent en haut du genou, là. Ça va arriver en poussant, mais à part de ça, c'est... À moins que tu tombes à l'eau. Ça arrive à chaque compétition. Il finit par avoir quelqu'un qui se sauce un peu plus, là, mais... Qu'est-ce qu'on fait? On le récupère aussi? Oui, bien, si... ça va arriver des fois à des gens moins expérimentés, mais ça m'est arrivé déjà à moins 25 là, de tomber à l'eau, mais il ne faut pas que tu lâches le canot. Il faut que tu tiennes le canot, puis il faut que ton équipage continue d'avancer. Fait que toi, tu peux te récupérer puis réembarquer dans le canot. Puis... Mais le cœur en prend un coup dans ce temps-là. Hein? Il a envie d'arrêter, mais ça prend quelques minutes avant de reprendre la cadence. Puis, vous étiez... il y avait toi, il y avait Vincent, Simon, Michel. Ça veut dire que vous étiez 5 membres d'équipage. Il me semble que dans le temps, il était plus que ça. Est-ce que c'est un maximum? Au début, maintenant, les équipes, vraiment, c'est 5 membres d'équipage. Au début des compétitions du carnaval, même avant, il y a eu des courses avant le carnaval de Québec. Donc, mon père a participé. Eux, ils étaient 7 hommes d'équipage avec le capitaine, mais dans des canots beaucoup plus courts. À ce moment-là, ça prenait vraiment de banquises solides là, pour les porter parce que ça faisait un poids vraiment intense au même endroit. Là. C'était ta 45e course. Oui. Est-ce que c'est plus difficile en 2023
que ça l'était dans les années 60, 70? Non, c'est pas plus difficile, c'est complètement différent. Le sport a été complètement transformé par les nouvelles techniques, les nouveaux équipements surtout, puis les matériaux de construction des canaux. Puis maintenant, on a des équipements quasi olympiques. Là. Ça se compare à ce qui est au niveau des matériaux. Sans rien enlever, 2023, ce que je comprends, c'est que c'était plus dur dans les années 60, 70? Oui, physiquement, c'était plus dur, mais c'était moins cardiovasculaire. C'était plus une question de force physique. Parce que les canaux étaient très lourds. Les canaux pesaient à 500 livres. C'était pas rare, là, entre 400 et 500. Ils étaient beaucoup plus courts. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus allongés, ils sont beaucoup mieux profilés. Donc, c'est vraiment des engins de compétition qu'on a aujourd'hui. Ça fait qu'on l'a dit, c'est la 45e. Est-ce que tu as l'intention de te rendre à 50? Si la santé me le permet, je pense en faire encore quelques-unes peut-être. Puis, t'as encore autant le feu sacré que tu l'avais? Ah oui. Pour moi, c'est vraiment le plus beau sport à pratiquer sur la planète, c'est le canoë à glace. Sans aucun doute. Là, tu parlais de beauté du paysage, mais pourquoi, à part ça, est-ce qu'il y a d'autres raisons? Oui, bien, c'est aussi de côtoyer les gens qui le pratiquent aussi. C'est une grande famille, les canotiers, hein, fait que ça nous permet de rencontrer des gens extraordinaires, puis des gens un peu d'exception, parce qu'il y a des gens qui sont plus âgés que moi qui en font encore. Là. Ça fait moins longtemps qu'ils en font, mais ils sont plus âgés en âge, puis ils le pratiquent encore. Sans indiscrétion, tu as quel âge? 65 ans. OK. T'es encore jeune? T'es encore... Ben, mais 65 ans, est-ce que... Bon, tu es un gars en forme, tu l'as mentionné. Mais est-ce qu'on sent l'âge oui. avec le temps? Oui, il ne faut pas nier. Faut pas nier notre âge. Il faut mieux doser tout ce qu'on fait au niveau de l'entraînement pour être capable d'être compétitif à la course en canot. La journée où que tu sens que tu te fais traîner, la passion n'est plus là. Fait que, puis aussi, il faut penser à la santé. Là, tu peux le faire quand tu as une bonne santé. Si tu menaces ta santé à faire des sports de même, t'es mieux d'arrêter. Là. Est-ce qu'il y a d'autres compétitions qui s'en viennent? Oui. Il y a la traditionnelle course à l'île aux Coudes aussi? Oui. Elle, ça s'en vient en fin de semaine, le 18. Samedi, le 18, c'est à l'île aux Coudes. Puis aussi, Est-ce que vous allez être là? Oui, on va être là. Moi, présentement, cette année, je ne suis pas régulier dans une équipe. Je suis un peu disponible pour remplacer. Comme là, avec l'équipe de Gagné, j'ai remplacé leur capitaine. Puis aussi, je suis disponible, les gens le savent, durant la semaine, il y a des gens qui ont des empêchements, ils ont des blessures, mais je ne veux pas y aller avec n'importe quelle équipe, je veux y aller avec une équipe qui a un peu d'expérience. C'est plus le fun, l'effort est moins grand aussi pour réussir le parcours dans des temps normaux. Là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que là, on connaît celle de Québec, l'île aux Coudes, mais les autres? Oui, il y a le circuit en compte 5. Il y a l'île aux Coudes. Après ça, ça va se transporter à Port-Neuf. Après ça, à Rimouski. Puis la dernière, c'est le Grand Défi ou la Grande Virée, maintenant qui appelle à Québec. Ça finit le 11 mars. Il y en a pour les 4 prochaines fins de semaine. Et le 11 mars, elle est à quel endroit? Elle n'est plus dans le bassin Louise. Le départ n'est plus là. Et elle se fait sur les battures de Beauport. À partir de la rivière Saint-Charles, dans ce coin-là, aller jusqu'à l'île d'Orléans. Mais dans les années 60-70, c'était au Bassin-Louis. Oui. Il y en avait une, et c'était celle qui était au Bassin-Louis? Oui. OK. Alors, il y a celle encore du Bassin-Louis, mais plus dans le Carnaval. Là, maintenant, c'est la traversée Lévis-Québec. Bien, celle du Carnaval est toujours là. Sauf qu'il y en a 2 maintenant à Québec. Il y avait celle du Carnaval il y a quelques années, qui a toujours existé. Puis il y avait le Grand Défi des glaces aussi, qui couronnait le champion. C'était un peu un marathon, ça. Il y avait 5 tours à faire. Maintenant, ils l'ont changé de place. C'est plus une question peut-être économique, d'organisation et tout ça. Là. C'est dur d'occuper un site comme le Bassin-Louise pour les organisateurs. Là. Faut ça prend une grosse organisation, ça prend des sous. Puis maintenant, ils l'ont changé de place, ils l'ont amené sur les battures de Beauport. Mais on l'a fait il y a 1 an. Là. Ça va se poursuivre là probablement cette année. Là. Mais c'est là que ça se passe, oui.
Est-ce que, parce qu'on a eu la chance, on a eu, là, on participe à la course en canot depuis, je pense, depuis le début. Est-ce que Montmagny est une des rares places qui est encore, ou qui participe encore à la course en canot? Dans le On bas doit être une des plus vieilles. Oui, avec les Lachance qui ont été toujours là au début, puis même, comme je disais tantôt, avec les gens des îles, soit l'île aux grues, l'île aux coudes, l'île aux canots, là, ainsi de suite, avant que le carnaval... Il y a eu des courses avant que le carnaval... avant celle du carnaval de Québec en 1931, je pense que ça a été la première. Il y en a eu quelques-unes. Il n'y en avait pas toutes les ans, mais il y en a eu quelques-unes avant. Puis il y avait toujours des gens de la région ici, naturellement. Là. Puis je pense que les gens de la région, ils ont toujours été dans les équipes de tête là, dans les compétitions en canot à glace. Rapidement, vous pratiquez où? Parce que vous vous mettez en forme au niveau cardio, mais est-ce que avez-vous une place sur le fleuve pour pratiquer? Nous, quand on était plus de membres de notre équipe qui demeurait à l'île aux grues, on faisait l'aller-retour, on le faisait Montmagny, l'île aux grues, là, on le faisait ça presque à tous les jours comme entraînement. Maintenant, on y va plus les fins de semaine, puis on choisit le site de Québec parce que c'est la plus prestigieuse. Fait que quand on va s'entraîner à Québec. Mais aussi, les gens en font un peu sur les battures ici, mais moins. Comme je t'ai dit, la plus prestigieuse est Québec. Les gens veulent être prêts pour faire celle-là de Québec. Puis je pense que c'est... Vous pratiquez là où vous allez... dans les mêmes conditions. Vous allez compétitionner. Oui. Félicitations. Ce magnifique trophée, d'ailleurs, que vous avez mérité là, la dernière, le 5 février dernier. Vous êtes arrivé premier dans l'Atlas Sport du Carnaval de Québec. Donc, vous êtes parti de la 9e place. Vous avez fini premier. Oui. Félicitations, Gilbert. Merci. Puis on l'a dédié cette course à notre ami Tommy Groslot, qui traverse une période assez difficile, mais c'est un homme important dans l'univers du sport à Montmagny. Puis on voulait y dédier notre victoire. Donc, ça vous a donné une petite poussée de plus pour aller chercher la première place. Oui. Merci beaucoup, Gilbert Lavoie, d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de venir nous parler de ce beau défi. Je vous félicite, puis félicitations à toute l'équipe. Je rappelle, là, Vincent Cordeau, Simon et Michel Fortin et Daniel Tremblay de l'île aux coudes avec le capitaine Gilbert Lavoie qui ont remporté la première place dans la classe sport du carnaval qui était dédiée d'ailleurs à Tommy Groslot. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Voilà, ça complète. On s'arrête. Toute l'équipe d'Autobus Montmagny vous souhaite un temps des fêtes des plus agréables pour vous et votre famille. Que la nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de petits et grands voyages avec Autobus Montmagny. Le garage Fernand Landlois et Fils de Montmagny vous offre le remplacement de votre pare-brise et débosselages. Le garage Fernand Landlois et Fils profite de cette occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, santé, bonheur et une bonne et heureuse année. Apportez le goût des fêtes chez vous. Alimentation Saint-François vous offre le plus beau des cadeaux, la tranquillité d'esprit avec son éventail de saveurs des fêtes qui saura satisfaire les amateurs de repas traditionnels ou bien d'aujourd'hui. Bienvenue chez Alimentation Saint-François. Trouvez des cadeaux parfaits à votre Jean Coutu de Montmagny. L'équipe tient à vous rappeler l'importance, en cette période de rassemblement, d'offrir, de partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là avec nous année après année pour célébrer en beauté. En cette période festive, profitez pleinement de la présence de ceux que vous aimez. Partagez des repas délicieux, célébrez et soyez heureux. Et bien sûr, n'oublions pas de penser à ceux qui sont dans le besoin car la générosité, c'est le secret de l'esprit des fêtes. En terminant l'année 2023, je tiens à vous remercier pour votre confiance et votre soutien tout au long de l'année. Nous serons de retour le 8 janvier, mon équipe et moi, pour vous servir. Passez d'excellentes fêtes et joyeuses fêtes et à bientôt. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Cette année, les fêtes seront synonymes de retrouvailles pour plusieurs d'entre nous. Toute l'équipe de CEBA TV vous souhaite de passer de bons moments avec vos amis et vos familles. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes et nous vous en remercions. Nous espérons vous retrouver en grand nombre pour la nouvelle année. En bonne santé. Joyeuses fêtes!
Alors, j'ai le grand plaisir d'avoir M. Jean-Luc Dupuis avec moi ici, qui vient de venir nous présenter son film magnifique qui s'intitule « Les oies de Riopelle ». Et franchement, là, par où commencer? Parce que je vous dis, Jean-Luc, j'ai moi-même été saisi d'une grande émotion à la vue de votre film, et je pense que tous les spectateurs qui étaient là ont été saisis de cette émotion-là aussi. Et je pense que vous vous en êtes aperçu d'après ce que vous me disiez. Hein? Oui, écoutez, ça me laisse un peu dans un état particulier parce que ça fait tout effacer la fatigue, les milliers d'heures de fatigue de faire un document comme ça. On le fait pour le public, hein? On le fait pour qu'ils s'amusent, passent un bon moment, puis qu'ils apprennent en même temps. Et quand on sent dans l'audience, c'est palpable, hein? Je ne connaissais pas ça, moi, de palper dans une audience que les gens réagissent à un film. Et ici, à Montmagny, vous l'avez senti particulièrement, c'est ce que vous disiez, là. Ah oui, tout à fait. Les gens de Montmagny sont en train de s'approprier, justement, ce que j'appelle l'espace Riopelle, le centenaire qui a décollé au mois de mars, demandé par la Fondation Riopelle, est en train d'atteindre son objectif, c'est-à-dire de faire connaître à tous les Canadiens, puis en Europe, parce qu'actuellement, le film est sur la plateforme TV5 Monde et sur la plateforme Art Film. Je suis allé à Bucarest, en Roumanie, et on essaie de rentrer dans le milieu qui est des anciens pays communistes. En France, évidemment, Riopelle a passé beaucoup de temps, mais en un an, faire connaître autant Riopelle, c'est vraiment un tour de force de la Fondation Riopelle. Et vous étiez participant avec la Fondation Riopelle qui vous a soutenu, je crois, pour le film. Tout à fait. J'avais fait un documentaire ici qui s'appelle « L'île aux oies ». Puis lorsque la Fondation a lancé la grande opération du centenaire, on m'a demandé... Je pense que tu es le mieux placé peut-être pour faire un documentaire sur Riopelle et l'archipel de l'île aux grues, de l'île aux oies, puis de Montmagny. Au début, je n'avais pas quelle approche faire, mais j'ai vu, d'après toutes mes recherches, que la partie pourquoi Jean-Paul Riopelle s'est tellement attaché à la Grande Oie Blanche, il y avait un vide là. Alors, je suis rentré dans ce sujet-là et qui... à travers l'histoire, ont amené progressivement Jean-Paul ici, dans ce pays-ci, avec Champlain-Charest, les gens de l'île aux oies, de l'île aux grues et la population de Montmagny. Vous le faites admirablement bien, c'est ce que je peux vous dire. En tout cas, personnellement, quand je vous dis, j'ai été beaucoup touché par votre approche, qui n'est vraiment pas qu'une simple approche documentaire. C'est une œuvre d'art que vous avez fait finalement. Bien, écoutez, les gens vont voir dans ce documentaire-là qu'il y a 40 œuvres. Ça passe un peu inaperçu, mais si ce n'était de Iseult Riopelle qui m'a donné la permission de les présenter, en fait, c'est un documentaire qui est en même temps une conférence, qui est en même temps une exposition. Alors, et je pense que ma grande chance, c'est d'avoir réuni dans le même documentaire la fille de Riopelle, la dernière femme de Riopelle, le plus grand collectionneur de Riopelle, le plus grand Simon Blais, le plus grand galériste, Champlain-Charest qui était son ami, Lise Gauvin qui était une écrivaine émérite et surtout Gilles Gagné avec toute l'histoire liée avec sa famille puis l'île aux oies. Oui, c'est une histoire beaucoup plus personnelle et d'amitié en plus avec Riopelle. Tout à fait. Il était jeune quand il a connu Riopelle. C'est Champlain-Charest qui a décidé que c'était ce petit gars-là, parce qu'il y avait une femme, ce jeune guide-là, qui lui apparaissait le meilleur. Et c'est une histoire qui a commencé très tôt, qui a duré jusqu'à aujourd'hui, parce que Champlain-Charest est venu, qui a 93 ans, est venu l'année dernière aussi. Vous êtes médecin. Bon, pour un médecin, on ne voit pas nécessairement ça couramment. Un médecin qui se donne à l'art. Vous êtes photographe aussi. Oui. Et vous êtes à votre 7e film. C'est le 7e film? 9e. 9e. Bon, alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'art comme ça? Bien, j'ai toujours été intéressé à l'art parce que j'ai fondé le musée de Charlevoix. Et ma profession qui me tenait debout 24 heures sur 24 pendant des années. Puis à un moment donné, il est arrivé un moment de destin où est-ce que j'ai rencontré celle qui travaille avec moi, qui est Suzy Gagnon, qui est une musicienne du Cirque du Soleil, qui elle m'a poussé, après avoir vu ce que je faisais, elle dit « Tu devrais
aller plus loin là-dedans. Puis on a commencé à travailler ensemble. Puis on a travaillé notre style, parce que c'est vraiment notre style à nous. La poésie visuelle avec la poésie sonore, puis avec un contenu intéressant pour que les gens passent un bon moment. Et oui, bien, je pense que les gens ont passé effectivement un bon moment. Vous avez vu la réaction du public. Alors maintenant, est-ce que c'est possible de se procurer votre film par hasard? Oui. Alors, nous, ça n'existe plus maintenant des DVD. Alors, nous avons préparé un coffret qui contient une clé USB. Cette clé-là, on la met dans l'ordinateur, puis on connecte avec un câble à la télévision. Puis on peut regarder le film aussi souvent, puis on peut même arrêter le film pour regarder les peintures en même temps. Alors, à Montmagny, il y a un dépôt, là. Il faudrait demander ça, je pense, à Sylvain, qui s'occupe de la bibliothèque. On pourra offrir... D'ailleurs, j'en ai passé une partie cet après-midi, mais j'ai demandé à Patrick Morancy de prendre les noms puis de trouver une façon de rendre disponible le film à Montmagny. Donc, en appelant la bibliothèque Jocelyn Landry, qui est le directeur de la bibliothèque, ou Patrick Morancy, au service de la culture à Montmagny, voilà, il pourra donner les informations. Je pense que Patrick va prendre la responsabilité de ça. Alors, M. Dupuis, Jean-Luc, merci beaucoup. Ça a été un honneur de vous recevoir et franchement, votre film, c'est un chef-d'œuvre. Merci. Je vous remercie beaucoup de votre accueil, puis je salue tous les gens de Montmagny qui m'ont accueilli depuis ce temps-là. Au revoir. À bientôt, man. À bientôt. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Boutique Le Rendez-vous. Depuis plus de 10 ans au cœur du Vieux-Montmagny. Collection mode actuelle et différente avec une belle sélection d'accessoires. Boutique Le Rendez-vous, rue Saint-Jean-Baptiste. Apportez le goût des fêtes chez vous. Alimentation Saint-François vous offre le plus beau des cadeaux, la tranquillité d'esprit, avec son éventail de saveurs des fêtes qui saura satisfaire les amateurs de repas traditionnels ou bien d'aujourd'hui. Bienvenue chez Alimentation Saint-François. Ici Renée Grégoire, présidente du Club FADOC de Montmagny. Au nom de nos 950 membres, du conseil d'administration et en mon nom personnel, je vous souhaite de joyeuses fêtes, santé et joie. Toute l'équipe de Tapis Montmagny, spécialiste de la décoration, rénovation et dépositaire de peinture bétonnelle du luxe, désire vous souhaiter un temps des fêtes des plus joyeux et une année remplie de bonheur. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. CEMA TV s'est déplacé du côté de Saint-Vallier pour vous montrer ce fameux projet avec l'église de Saint-Vallier. Projet magnifique. Et on est du côté de la bibliothèque Marie-Joseph Corriveau en compagnie de la responsable de la bibliothèque, Mme Monique Rochefort. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr de Monsieur le maire de Saint-Vallier, Monsieur Alain Vallière. Bonjour. Bonjour et bienvenue à Saint-Vallier. Merci. On va débuter avec Mme Rochefort pour nous parler justement. On va se promener avec Monsieur Vallière tout à l'heure, mais là, on va parler de la bibliothèque. Si elle était où, la bibliothèque, avant? Elle était en dessous de l'église, ni plus ni moins. À côté de la salle municipale. Et puis, comme il y avait besoin des locaux, on a déménagé pour s'en revenir ici par après. Donc, c'est pour le mieux? Oui, pour le mieux. Ah oui, beaucoup mieux. Pouvez-vous nous la présenter, cette bibliothèque? Oui. La bibliothèque, ça fait déjà 36 ans, certains qu'elle existe, même peut-être plus. On a été la majeure partie du temps ici, au sol de l'église. Et dans le projet de l'église, il était convenu que la bibliothèque s'en viendrait ici, dans la sacristie, anciennement. C'est un espace absolument magnifique, un grand espace que vous avez maintenant pour cette bibliothèque. Oui. Qu'est-ce que vous pensez faire avec cet espace?
J'espère que ça va devenir un troisième lieu, comme on appelle, que les gens vont pouvoir en profiter pour venir lire, s'installer, peut-être même prendre un café à l'occasion. Et aussi l'heure du compte pour nos jeunes, qu'on devrait remettre sur pied bientôt. Donc, plusieurs activités qui vont repartir et qui vont s'installer ici. Oui, effectivement. Donc, on invite les gens à venir prendre possession de ce lieu magnifique qui est la bibliothèque Marie-Joseph Corriveau. Donc, c'est très simple. Vous savez où est l'église? Vous savez où est la bibliothèque? Bien, on va parler du projet de l'église maintenant avec M. Vallière. M. Vallière, ça a commencé comment ce projet-là? Bien, c'est un projet qui a été initié en 2011 avec la fabrique qui avait levé le bras pour dire, nous, on a des problèmes de financement. Et à ce moment-là, la municipalité s'était penchée sur l'idée de voir qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire. Un comité de réflexion s'est mis en œuvre et 13 personnes se sont engagées à travailler sur ce comité-là. Et au bout de 2-3 ans, a émergé un projet où, pour une partie, dans le chœur et la nef, on retrouve la salle communautaire qui a été inaugurée en juin dernier. Par la suite, il y avait aussi le bureau municipal qui était auparavant situé à la Saint-Vallier-Station, puis qui, pour les besoins, ne convenait plus, alors qu'il avait été relocalisé temporairement dans les locaux de la Caisse. Alors, c'est une location que la municipalité avait fait. Et puis là, en 2019, on a relocalisé les bureaux municipaux dans la salle paroissiale de l'Église. Alors, c'est quand même un immense bâtiment. Puis dans toute cette réflexion-là, il y avait aussi la bibliothèque qui logeait déjà dans des espaces de 880 pieds carrés, je pense, et ce qu'on nous disait, c'est que la bibliothèque avait besoin d'espaces plus grands pour mieux aménager, avoir un petit peu plus de livres, puis peut-être un peu plus bénéficier de ce qui se retrouve dans une bibliothèque habituellement. Alors ici, c'était le projet de mettre la bibliothèque dans la sacristie, 2000 pieds carrés. Alors c'est immense, c'est grand, c'est beau. Alors on est très fiers de ce projet-là qui a quand même pris un bon 12 ans à se matérialiser, mais en fait, ça en valait la peine. Il reste encore des étapes à ce projet-là? Non, évidemment, c'était la troisième et dernière phase du projet. Alors, il y avait les bureaux municipaux en 2019, la salle communautaire en 2022 et en 2023, c'était la dernière phase du projet, c'était d'aménager la bibliothèque dans la sacristie. Alors, on est très heureux que ce soit complété après toutes ces années. Ce qui est intéressant quand on se promène ici, c'est que oui, on sent encore l'Église, on sent encore le côté ecclésiastique parce que vous avez respecté la partie patrimoine également. Oui, évidemment, on a dans tout le processus, on s'est assuré de maintenir le lieu de culte présent. Alors, il y a une partie du chœur qui est louée à la fabrique, qui tient ses offices ici lorsqu'il y a des funérailles ou d'autres offices religieux. Alors, ils sont capables de faire les offices dans une salle beaucoup mieux adaptée, beaucoup plus grande, puis je veux dire avec la possibilité aussi de recevoir et de faire des activités communautaires ou par la suite, lorsqu'il y a des funérailles, recevoir les gens et faire tout ça dans la même salle. Alors, c'est un gros plus pour toute la population. On n'avait pas de véritable salle communautaire. Alors là, maintenant, on a un lieu pour rassembler la population, l'unir le plus possible. Puis je veux dire, je pense que c'est un projet qui se voulait rassembleur. Puis là, je pense qu'on démontre que sous un même toit, on est capable de rassembler tous ces aspects-là. Je pense qu'on peut parler d'une belle réalisation pour cet espace qui a été créé, autant pour la bibliothèque que le bureau municipal et la salle municipale à côté. Donc, félicitations. On invite les gens à venir faire un tour du côté de Saint-Vallier. Même ceux qui n'habitent pas ici, venez voir, c'est vraiment magnifique et c'est bien réfléchi. Monsieur Vallière, Madame Rochefort, merci. Les fêtes sont une occasion toute spéciale pour se rassembler en famille et entre amis, pour partager des moments précieux et pour exprimer notre gratitude à ceux qui nous entourent. C'est également un moment propice pour réfléchir à l'année écoulée et pour envisager l'avenir avec optimisme. Que cette période soit l'occasion de renforcer des liens qui nous unissent et de cultiver notre esprit de solidarité. Un heureux temps des fêtes à tous! Toute l'équipe de JRM vous souhaite de joyeuses fêtes. JRM, votre expert en excavation, pavage et déneigement depuis plus de 60 ans. Engagez-vous sur une bonne route. Choisissez JRM, qui vous souhaite une belle et heureuse année. Pour bien commencer votre journée, visitez votre dépanneur Ultramar Marché Express. Faites le plein de café et de viennoiseries et profitez-en pour vous gâter. Votre dépanneur Ultramar Marché Express de Montmagny vous accompagne tout au long de la journée.
Au Salon de quai Loi-Blanche, on s'amuse en grand. Un nouveau système informatique pour les skieurs des plus performants, billard, jeux de dards électroniques, golf virtuel de pratique, tout y est pour passer de bons moments durant les vacances des fêtes. 248-0880. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alignement Brochu et Fils à Montmagny est votre centre de service Napa Autopro. En cette période des fêtes, Alignement Brochu et Fils vous souhaite de joyeuses fêtes et remercie sa fidèle clientèle. Trouvez des cadeaux parfaits à votre Jean Coutu de Montmagny. L'équipe tient à vous rappeler l'importance, en cette période de rassemblement, d'offrir, de partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là avec nous année après année pour célébrer en beauté. Je l'ai dit hier, on remplace Michel Momigny aujourd'hui. On a décidé d'inviter Paul Dion à la place. Hein? C'est une belle surprise. Bonjour, Paul Dion. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bien, je suis contente de vous voir à Montmagny. Vous êtes originaire de Montmagny. Ah ben oui, écoute, je suis né à Montmagny, en fait, et puis j'ai resté à Montmagny jusqu'à l'âge de mon départ pour l'école de théâtre, c'est-à-dire 21 ans. Je voulais juste savoir, qu'est-ce qui vous a donné le goût du théâtre? Bien, j'avais fait mes études au Collège de l'Apocatière. Et puis, au collège, j'avais participé à 2 pièces de théâtre. Et puis, j'avais trouvé mon lot de plaisir là-dedans. Et par après, la 2e année de mon collège, à l'époque de cégep, j'avais participé à un projet de perspective jeunesse à l'époque. Et c'était Yolande Landry de Kamouraska qui avait organisé ça. Une troupe de théâtre pour aller porter le théâtre dans tous les petits villages du comté de Rivière-du-Loup et Kamouraska. C'était votre première tournée? Oui, ma première tournée. Ah, c'était tellement drôle. J'avais acheté un vieux trailer de M. Leblanc ici à Montmagny. J'avais un char, on l'avait barbouillé un peu. Il m'appelait tout le Charcate aux fraises. Et puis, on avait fait une tournée. Il y avait Pierre Lepage qui jouait là-dedans, Yolande, tu sais, André Bossé, Jean-Louis Bérubé. On était, en tout cas, une gang de joyeux lurons. Et puis, ça marchait. Ça s'appelait le perroquet et la princesse. OK. Puis, mon premier rôle que j'avais fait, parce que les filles ne s'entendaient pas sur le choix des rôles, puis il y avait une princesse, puis une nourrice, bien sûr. Mais ils voulaient toutes être princesses. Oui, c'est certain. Fait que là, j'ai dit, bon, on va éliminer un peu la bagarre pour le rôle, là. M'en faire la nourrice, moi. OK, ça a commencé là, vraiment. Un rôle de composition totale. Exactement. Puis dans ça là, j'avais une barbe. Mais tu sais, c'était la nourrice qui avait comme un voile, les voilés. Là, oui. Ici, là. Puis Pierre, c'est lui qui faisait le perroquet, tu sais, le rôle principal, Pierre Lepère. Puis, les tours qu'il me jouait, il me retroussait. Il me levait le voile, puis tout ça, les hommes, il y a une barbe, il y a une barbe, il y a une barbe. J'avais changé ma voix comme ça. Donc, ça a été vraiment là, un moment marquant pour vous. Ah oui. Puis, vous avez eu la possibilité ensuite de partir d'ici puis d'aller étudier en théâtre, ce qui n'est pas facile. Parce que pour les gens qui ne le savent pas, toute personne qui veut étudier, devenir étudiant pour faire du théâtre, doit passer des auditions. Et ça, c'est bon pour toutes les écoles au Québec. Oui. C'est très sévère. Oui, c'est très sévère. Écoute, si je peux te parler, nous, quand on a passé l'audition, quand j'ai passé l'audition à Sainte-Thérèse, on était aux alentours de 250-300, et puis ils en ont pris 25, dont 16 gars et 9 filles. Puis il n'en sort pas 25 à la fin des 3 années d'études. On a fini à la fin parce qu'ils font des éliminations à chaque session, et à la fin de la 3e année, quand on a eu terminé, on était 6. 3 gars, 3 filles. Et de ces 6, là, combien ont fait carrière? Je dirais, là, qui ont travaillé quand même, vivent de ce métier-là, comme il faut. Là. Il y a Joanne Fontaine, bien sûr, et puis il y a moi. Ben voilà. Sur les 6. C'est une réalité, ça, dans le monde. Les gens pensent que c'est merveilleux comme monde, mais c'est très, très difficile. Ben oui, c'est très difficile, parce que, et heureusement que moi, j'ai passé dans le bon temps
des années de ce métier-là parce qu'on était beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. Mhm. Aujourd'hui, on est 12 000 à l'Union des artistes. Assez impressionnant. Puis dans mon temps, on était quoi, 1500, 1500 à peu près. Et alors, et puis en même temps, c'est que les grosses compagnies comme Radio-Canada, TVA et Télé-Québec, c'est eux autres qui produisaient énormément. Surtout Radio-Canada, c'était pour les artistes, les acteurs-actrices, notre vache à lait. Oui. C'était ça, là. Ça vous permettait d'avoir un salaire récurrent, bien des fois. Oui, exactement. Vous avez d'ailleurs eu cette chance-là avec des rôles récurrents dans les séries. Oui, oui. Parce que, tu sais, ce qui aidait beaucoup, c'est parce que c'était mon physique, parce que je suis grand, j'étais assez costaud. Puis là, ben, on n'était pas beaucoup, hein. On était peut-être 6, 7 gars à peine, mais à peine. Fait que c'est sûr que le physique, l'image physique, le physique a joué pour beaucoup dans mon métier, tu sais. Est-ce que ça vous a servi ou desservi? Ça m'a servi. Ah oui, ça m'a servi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que, comme, par exemple, quand j'ai commencé à Radio-Canada, vraiment, je travaillais 15 ans ou 16 ans à Radio-Canada avec les grands téléthéâtres. Après, j'ai fait les téléthéâtres à Radio-Canada. Après ça, j'ai fait Le Temps d'une paix, bien sûr. Hein? Et après ça, j'ai enchaîné, 2, 3 ans après, j'ai enchaîné Cormoran, 2 grandes séries. Puis après ça, puis entre Cormoran et Le Temps d'une paix, j'avais travaillé à TVA pour Un homme au foyer. Alors, j'ai enchaîné tout le temps des séries. Allez, même... Puis je travaillais aussi à Télé-Québec. Je faisais les trois postes, mais surtout Radio-Canada. Les années les plus merveilleuses que j'ai connues de ma carrière, c'est beaucoup à Radio-Canada. Dans les dernières années, on vous a vu beaucoup dans des rôles plus durs. Oui, oui. Parce que c'est drôle, parce que dans ma carrière, je faisais... Comment je dirais ça? Je faisais soit des bons gars, des bons gars, tu sais, puis ou des toughs, ou des écœurants. Les bombes. Des bombes. Tu sais, j'ai fait des films, entre autres 4 films avec le même réalisateur, Michel Jeté, dont le premier Hochelaga, et ensuite Histoire de peine, Bomb Rush, puis Burnout le dernier. Mais tu sais, dans Hochelaga, c'était les motards criminalisés des années 80. Histoire de peine, ça se passe dans un pénitentiaire à sécurité maximum. Vous avez été mis en nomination pour votre rôle dans ce film-là, d'ailleurs. Ben oui. OK, ça dépend, tu sais, c'est jamais pareil. André me sortait des affaires, André Corriveau, hier, et puis des choses que je me souvenais même plus que j'avais fait. Des sales gueules, tu sais. C'était pas... Mais... Tu sais, c'est ça. Mais vous avez joué, oui, des sales gueules, mais dernièrement, je remarque au théâtre, entre autres, des beaux classiques, des beaux rôles. Ça, c'est un cadeau quand on reçoit des rôles comme Lenny dans Des souris et des hommes, entre autres. Oui. Écoute, j'ai joué beaucoup au théâtre. Beaucoup. Je m'étais dit, après un certain temps, là, quand même, après 100 pièces de théâtre différentes que j'ai jouées, j'ai dit, je les compte plus, là. J'arrête. Tu sais, et par après, j'ai joué au théâtre. Quand j'ai sorti de l'école, j'ai commencé tout de suite au théâtre. J'ai joué en moyenne pendant, je dirais, 20 ans. Tant au théâtre d'été, je jouais 5 pièces de théâtre par année. Assez impressionnant. Oui. Non, mais ça demande beaucoup physiquement le jouer au théâtre. Parce que c'est à tous les jours qu'on refait la performance. Ben oui. Puis j'ai fondé des théâtres d'été comme... quand j'ai parti en 1980, Sainte-Luce-sur-Mer, après qui est devenu le Théâtre des gens d'en bas, au BIC maintenant, Eudore Belzile qui est à la tête de ce théâtre-là. Et j'ai beaucoup travaillé, j'aimais beaucoup le théâtre. Parce que, tu sais, quand tu joues au théâtre, c'est le contact, c'est comme, excusez l'expression peut-être, là, mais c'est comme faire l'amour avec le public. Oui, mais c'est le contact est très, très direct, effectivement. C'est ça, tu sais, puis... Moi, je me faisais un devoir à toutes les fois que j'allais en tournée un peu partout à travers le Québec, j'en ai fait des tournées, je me faisais un devoir après le spectacle. Bien, habituellement, les acteurs ils se dépêchent pour aller enlever le maquillage, tout ça, prendre une douche peut-être, et puis se rhabiller, tout ça. Mais moi,
les producteurs le savaient. Moi, là, je me disais en moi-même, si on vit de ce métier, nous, les artistes, c'est le public. Oui. Alors, je me faisais un devoir après le spectacle, plutôt que de m'en aller me démaquiller, puis tout ça, je descendais dans la salle. J'allais donner des poignées de main, parfois signer des autographes, mais surtout parler avec le public. Ça, pour moi, c'était sacré. Monsieur Dion, il nous reste très peu de temps, mais je veux qu'on parle de Sentier, qui est un court-métrage que vous avez tourné cette année, où on retrouve le gars dur, mais qui a beaucoup d'émotions. C'est très, très chargé. Ouais. Comment vous avez vécu ce tournage-là? Ah, ça a été un magnifique tournage. Écoute, Jean-Paul Botello, le réalisateur, il m'appelle à un moment donné, il dit, j'ai un tournage qu'on va présenter dans les festivals de court-métrage, parce que c'est très populaire. Et puis, il me parle du rôle, tout ça. Il dit, c'est un père qui a perdu sa petite fille. Il y a une fille, puis il y a une petite fille, Chloé. Et il dit, vraiment, il dit, elle s'est fait assassiner parce qu'elle est tombée en amour avec un gars, un chef de gang de rue. Et puis, elle est enceinte de lui, puis lui, il ne voulait rien savoir, fait qu'il l'a tué. Et alors, moi, je suis un ex-policier là-dedans. Et puis, là, quand j'apprends ça, tout ce qui me reste, c'est ma fille puis ma petite fille. Tu sais, et alors là, ça me fait tellement. Puis là, je décide de la venger. De la venger, si tu veux, et de pénétrer l'intérieur de la gang puis de tirer le chef de bande qui a fait ça, tu sais. Alors, au bout d'un 12, un pompeux. Oh, c'était intense. Puis l'acteur avec qui j'ai joué ça, il s'appelait Félix-Antoine Quentin, un formidable acteur, avec qui j'ai joué au théâtre. Et j'ai fait ça. Puis on va retravailler ensemble parce que c'est un jeune, il a 28 ans, mais j'ai tellement eu de plaisir. Monsieur Dion, il va falloir qu'on se redonne rendez-vous parce que là, c'est fini pour aujourd'hui, mais on a encore bien des choses à se raconter. Merci beaucoup d'être passé. Ah, ça me fait plaisir, Montmagny. Ça reste toujours mon pays, mes amours. Hein? Ça fait du bien à entendre. Êtes-vous Promutuelle Assurance? 418-248-7940. La 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 la! Au nom du conseil municipal et des employés de la ville de Montmagny, je vous souhaite de grandes joies, de petites douceurs et des moments privilégiés. Joyeux Noël et bonne année à tous. Les fêtes sont une occasion toute spéciale pour se rassembler en famille et entre amis, pour partager des moments précieux et pour exprimer notre gratitude à ceux qui nous entourent. C'est également un moment propice pour réfléchir à l'année écoulée et pour envisager l'avenir avec optimisme. Que cette période soit l'occasion de renforcer des liens qui nous unissent et de cultiver notre esprit de solidarité. Un heureux temps des fêtes à tous! Ici Renée Grégoire, présidente du Club FADOC de Montmagny. Au nom de nos 950 membres, du conseil d'administration et en mon nom personnel, je vous souhaite de joyeuses fêtes, santé et joie. Bonjour, mon nom est Régent Lemieux, associé au groupe Mallette à Montmagny. En mon nom personnel et en celui de toute mon équipe, je tiens à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et une bonne année 2024. Votre Canadien Tire Montmagny vous offre un inventaire complet pour votre magasinage. De plus, retrouvez un immense choix de produits pour votre animal de compagnie. Votre Canadien Tire à Montmagny, la place par excellence pour magasiner à Montmagny. On reçoit ce matin Patrick Morancy, il est coordonnateur culturel et touristique à la ville de Montmagny. Bonjour Patrick. Bonjour Marie-Ève. Patrick, on a vu passer sur Internet, sur les réseaux sociaux, que vous recherchiez quelque chose de bien précis parce qu'il y a une nouvelle exposition qui s'en vient. Mais avant, je veux qu'on parle. L'exposition va avoir lieu à la Maison Tachée et je veux qu'on parle de la Maison Tachée. C'est ouvert l'hiver aussi, là? Bien là, pas cet hiver parce qu'on refait l'exposition justement. Donc là, c'est un peu le free for all, comme on peut dire en bon québécois dans la maison. Mais habituellement, sur réservation pour les groupes, là, c'est possible de visiter l'hiver. Donc, vous avez une exposition qui avait lieu jusqu'au 15 octobre. C'était Fragments de notre passé. Comment ça s'est passé, justement? C'est une très belle exposition. On est très fiers de cette exposition-là. On présentait, en fait, là, les 15 années de fouilles archéologiques qu'on a fait sur le territoire de Montmagny
en plus des fouilles qui ont lieu à l'île aux Oies aussi dans les années 90. Donc, on présentait les principaux artefacts qui nous donnaient une idée là, de la façon que nos premiers ancêtres ici, les premiers Manimontois vivaient. Donc, c'est un peu ça l'objet de l'exposition. Fait qu'on avait une centaine d'artefacts, des artefacts assez inusités aussi. Là. Fait qu'on était très fiers de cette exposition-là. Maintenant, l'exposition est disponible au niveau numérique. On va faire l'annonce bientôt. Donc, c'est une primeur que je te fais ce matin. Donc, l'exposition sera disponible en ligne. Mais c'est sûr qu'on n'a pas les objets. C'est toujours intéressant d'avoir les objets là, tout près de nous, là, mais quand même, on a des très belles images des objets aussi. Bien, merci pour l'information, Patrick. Il y a aussi l'exposition qui est tout le temps là, qui parle justement du seigneur de la maison. Pas du seigneur. Pas du seigneur, du sire de la maison, pardon. Du sire de la maison, dans le fond. M. Taché, en fait, la maison Taché est ouverte depuis 1996, donc là, je ne calcule pas vite ce matin, mais en tout cas, ça fait quand même quelques années. Elle a toujours eu 2 missions. Donc, la mission d'interpréter la vie et l'œuvre de M. Taché et une mission aussi de présenter des expositions temporaires dans 3 salles de la maison. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on présentera dès l'été prochain une exposition sur le hockey à Montmagny. Et ça se prépare pendant un bon bout de temps. Donc, on est en train de préparer ça, justement. Donc, c'est ça, on prépare ça. Mais là, vous avez besoin d'aide. Besoin d'aide, certainement. Donc, cette exposition-là, je la travaille avec Richard Lavoie, qui est ethnologue. Dans le fond, Richard, c'est un collaborateur de longue date. Donc, on veut présenter une exposition qui relate l'histoire du hockey, l'évolution du hockey, puis les hockeyeurs de Montmagny, hockeyeuses. Mais hockeyeuses, là, les dates que je vais te donner, c'est pas tant d'hockeyeuses que ça, connues du moins. Donc, de 1900 jusqu'à 1990. Donc, on veut passer par le début du hockey Montmagny, les premiers lieux de pratique, par exemple, la Rivière-du-Sud, le collège, sur la rue Collin également, il y avait une patinoire. Oui. Il y avait beaucoup de ligues qui jouaient là-dessus. Et jusqu'à l'ouverture de l'aréna des années 1950, les premières ligues locales, après ça, les premières équipes semi-professionnelles. Fait que on veut toucher à tout ça. Donc, il va y avoir beaucoup de photos de famille là-dedans, là, quelque part. Absolument, absolument. On a quand même pas mal de matériel à la Société d'histoire. Du matériel plus iconographique. Là, ce qu'on cherche, dans le fond, c'est on aimerait ça que les gens qui ont joué dans ces années-là, qui ont fréquenté l'aréna dans ces années-là, ben, se manifestent pour qu'on puisse les entendre, puis entendre un peu des histoires, des légendes urbaines qu'on pourra transformer en histoire ou bien qu'on garde en légende aussi, des événements, des choses qui sont passées à l'aréna qui sont très, très propres à nous, de façon à ce que cette exposition-là devienne un peu comme une exposition ethnologique. On conserve cette mémoire-là pour les générations futures. Donc, quand on parle d'exposition ethnologique, peut-être plus précis un peu pour les gens. Bien, c'est-à-dire qu'on va faire une démarche scientifique, dans un sens, pour cette exposition-là. On veut rencontrer les gens, on veut les interviewer, on veut récupérer des objets, en prêt ou en don, selon ce qu'ils voudront bien nous proposer, pour vraiment monter la trame muséographique de l'exposition. Donc, jusqu'à maintenant, j'imagine que vous aviez déjà ciblé quelques personnes dans la région, là. Oui, quelques personnes. Par contre, on a fait l'appel à tous. On voulait commencer par l'appel à tous. Puis après ça, c'est sûr qu'avec Richard, on va contacter des gens. Il y a déjà des visages là, qu'on voit sur beaucoup de photos pendant beaucoup de temps. Donc, ces gens-là, c'est certain qu'on va les appeler pour leur lâcher un petit coup de fil pour voir ce qu'ils ont à nous dire. Mais des fois, il y a des gens, là, comme justement, j'ai eu un téléphone d'un monsieur que je ne suspectais pas qui avait tant d'intérêt pour l'histoire du hockey Montmagny. Et c'est le cas. Donc, déjà du matériel, des choses intéressantes. Donc, ça va être une exposition qui va être, comme on peut dire, sur l'objet. Ça ne sera pas des grandes recherches de texte, etc. Ça va être vraiment sur l'objet, ce qui signifie. J'aimerais présenter notre fameux Claude Charbonneau, qui était quand même une figure emblématique ici du hockey. Bon, ben, est-ce que je peux avoir les gants de Claude Charbonneau, le casque de Claude, ses patins, peut-être présenter des trucs comme ça, là. Donc, j'imagine que vous allez demander vous demandez aux gens qui se sont impliqués dans le hockey, mais peut-être aussi aux familles qui ont encore ces objets-là, de lever la main et de dire, bien, on est prêt, c'est un prêt, là. C'est un prêt, c'est un prêt ou un don. Des fois, les gens, la Société d'histoire, dans le fond, est partenaire, bien sûr, toujours dans nos projets à la Maison Taché. Et si les gens font des dons, bien, ce sera un don à la Société d'histoire pour la perpétuité et la conservation de l'objet. Je pense que c'est important de le préciser parce qu'il y a peut-être des gens qui ont justement ces objets-là très, très à cœur, qui sont prêts à les prêter, mais pas à les donner nécessairement. Oui. Donc, c'est une façon qui peut se faire. On te rejoint de quelle façon là, pour... Bien, c'est certain que par courriel, c'est toujours plus facile. Donc, pmorancy@ville.montmagny.qc.ca ou au téléphone 248-3361, poste 2145. Patrick, il ne faut pas se le cacher. Quand on fait une demande comme ça au public, ça se peut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de réponses. Oui. Est-ce que vous n'allez pas nécessairement mettre des objets de tout le monde? Non, c'est certain qu'on fait une sélection d'objets.
Cependant, comme l'exposition est basée sur l'objet, on veut en mettre quand même aussi beaucoup d'objets. Fait que c'est ça. On veut faire des entrevues, puis on veut voir où les gens nous amènent dans l'expo, puis c'est ça qui va faire la trame. Là, parce que pour l'instant, on sait un peu où on s'en va, mais on veut vraiment que ça soit basé sur les témoignages des gens. Donc, on va les voir, ces témoignages-là. On va pouvoir les écouter sur place, j'imagine? C'est ce qu'on aimerait faire, effectivement. Et est-ce que ça tend aussi vers une possible exposition virtuelle? Bien, c'est certain que, oui, éventuellement, c'est sûr qu'aujourd'hui, les technologies sont tellement plus faciles, plus accessibles, que toutes les expositions qu'on fait, c'est quand même possible de les transformer en virtuel. Puis c'est certain que ces témoignages-là, moi, je l'imagine, là, avec des écrans, 1 ou 2 écrans peut-être dans l'exposition, que les gens peuvent choisir. Exemple, peut-être un écran sur les événements marquants, un écran sur les personnages marquants, exemple, c'est des choses comme ça. C'est sûr qu'on est au premier balbutiement de l'exposition, encore une fois. Donc, si vous voulez participer, vous rejoignez directement Patrick Morancy pour participer à votre façon, peut-être sous forme de témoignage, sous forme de prêt ou de don d'objets également. Patrick, c'est à partir de quand qu'on va pouvoir voir l'exposition? Est-ce qu'on a une date précise? L'objectif, c'est début juin l'année prochaine. Puis l'exposition va être présentée, j'imagine, jusqu'à l'automne? Non, on l'a fait sur au moins 2 ans, possiblement 3 ans même. Donc, on aura du temps aussi. Puis, habituellement, il y a des beaux lancements à ce moment-là. Donc, j'ai comme l'impression qu'on va en entendre parler puis qu'on va revoir des gens qu'on n'a peut-être pas vus depuis un bout de temps, mais qui vont pouvoir nous parler justement de cette belle période de hockey. Parce que 1900 à 1990, il va y avoir du monde. Oui, puis en même temps, moi, je voulais faire jusqu'à aujourd'hui au départ, là, vraiment, mais ça devient trop complexe les années 90. Il y a encore des gens aussi qui sont très actifs. Donc, on le fait jusqu'à 1990. Et puis après ça, ça sera une partie remise pour la suite des choses. Donc, pour Samuel Blais et les autres, on les verra dans une autre exposition. Exact. Voilà, pour paraphraser. Merci beaucoup, Patrick Morancy, d'être passé ce matin. Donc, on rappelle peut-être la façon de vous rejoindre la plus simple, c'est par courriel, pmorancy@ville.montmagny.qc.ca. Sinon, il y a toujours le numéro de téléphone 88 248 3361, poste 2145 et rendez-vous sur le Facebook de la Ville de Montmagny, entre autres, pour avoir ces coordonnées-là. Puis déjà, il y a une photo qui va probablement faire se questionner certaines personnes. Essayez de trouver c'est qui. Et ce n'est pas les Canadiens de Montmagny qui sont venus jouer à l'Arena. Voilà. C'est une autre histoire. Merci, Patrick. En cette période festive, profitez pleinement de la présence de ceux que vous aimez. Partagez des repas délicieux, célébrez et soyez heureux. Et bien sûr, n'oublions pas de penser à ceux qui sont dans le besoin, car la générosité, c'est le secret de l'esprit des fêtes. En terminant l'année 2023, je tiens à vous remercier pour votre confiance et votre soutien tout au long de l'année. Nous serons de retour le 8 janvier, mon équipe et moi, pour vous servir. Passez d'excellentes fêtes et joyeuses fêtes et à bientôt. Toute l'équipe Desjardins Entreprises Côte-du-Sud vous adresse ses vœux les plus chaleureux de bonheur, santé et prospérité pour la nouvelle année. Desjardins Entreprises Côte-du-Sud, votre partenaire de choix pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Joyeuses fêtes! Toute l'équipe de la Boucherie Saint-Mathieu, spécialiste dans les charcuteries artisanales, pâtés, boudins, mets préparés et terrines maison, désire vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et remercie sa fidèle clientèle. Bien que le Père Noël soit peu affecté par le trafic, gageons qu'après sa longue nuit et la visite de tous nos attraits, il souhaite s'établir là où tout est probablement probable, la région de Montmagny. Avec beaucoup d'humour, la MRC et le Père Noël vous souhaitent de très joyeuses fêtes. Apportez le goût des fêtes chez vous. Alimentation Saint-François vous offre le plus beau des cadeaux, la tranquillité d'esprit, avec son éventail de saveurs des fêtes qui saura satisfaire les amateurs de repas traditionnels ou bien d'aujourd'hui. Bienvenue chez Alimentation Saint-François. Trouvez des cadeaux parfaits à votre Jean Coutu de Montmagny. L'équipe tient à vous rappeler l'importance, en cette période de rassemblement, d'offrir, de partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là avec nous année après année pour célébrer en beauté. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année. C'est ce qui complète cette première émission des rencontres de 2023 à CMA TV. Demain, on poursuit, entre autres, en compagnie de Rénald Ouellette. Bonne journée.